Le grand oral continue. Je reçois Rachel Binas. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes journaliste à Marianne, journaliste reporter à Marianne, spécialiste des faits sur l'immigration, du fait religieux, donc beaucoup de domaines qui se croisent. Le public vous connaît aussi pour votre livre sur les otages français du 7 octobre, qui s'intitule toujours d'ailleurs Victimes françaises du Hamas, leur histoire, notre silence, aux éditions de l'Observatoire. On y reviendra. Mais tout d'abord, j'aimerais qu'on évoque justement avec vous les effets de cette nouvelle phase dans la guerre entre Israël et le Hamas, celle la phase du plan Trump. Quels sont les effets que l'on peut mesurer en France? Les effets du plan Trump, en réalité, c'est peut-être l'absence d'effets du plan Trump, du moins dans la résonance que ça peut avoir, que ça peut prendre en France. On a cru à un moment que, en tout cas j'en fais partie, que certains politiques qui avaient investi, pour ne pas dire surinvesti, cette question-là, notamment au sein de la gauche radicale, allaient finalement s'intéresser à d'autres causes, répartir peut-être la charge de l'affect sur des sujets qui sont au moins aussi importants. Je pense au Soudan, je peux penser au Congo, etc. On se rend compte que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que finalement, la question du 7 octobre et de ses conséquences, de la guerre, etc., n'est qu'un épisode d'un conflit, d'une manière de voir le monde tout à fait autre, bien plus large, c'est-à-dire l'existence d'Israël, le droit d'Israël à exister. Et c'est de ça, en réalité, qu'il s'agit. On voit bien que c'est une lutte qui va continuer de s'exercer tant elle arrive à trouver un écho au sein de nos frontières. Alors, ce qui veut dire que, par exemple, là, avec cette nouvelle phase, il y a une volonté que vous décelez, notamment de la part des milieux d'extrême gauche, de dire on va continuer à rester dans cette activité, cette démarche d'hostilité à l'égard d'Israël, alors qu'on pourrait, comme vous le disiez, peut-être attendre de ces milieux qui se réjouissent aussi, est-ce que la guerre s'arrête, éventuellement voir comment la société palestinienne peut se reconstruire. Mais en fait, non, on reste focalisé toujours sur un objectif, mettre en responsabilité Israël quoi qu'il arrive. C'est un élément structurant de la gauche radicale depuis un certain nombre d'années. Et on sait très bien que les thèses parfois les plus fantaisistes, finalement, même lorsqu'elles sont démenties, arrivent à perdurer. Si vous voulez, je pense qu'il y aura peut-être... Il y en a peut-être déjà un petit peu, une baisse dans l'intensité des réactions, parfois les plus extrêmes, mais ça ne va pas être une absence. Ce n'est pas une page qui va se tourner, même si le bon sens, normalement, irait dans cette direction-là, celle que vous évoquez, c'est-à-dire se pencher sur l'après, sur l'avenir de ce territoire-là, sur ce qu'on en fait, quelle reconstruction, quelle aide apporter. Là, on voit bien que l'obsession continue encore de tourner sur Israël, pour parfois ne pas dire sur les Juifs. Alors, oui, évidemment, parce qu'évidemment tout ça est bien évidemment lié. Une remarque tout de même, vous avez dit, on aurait pu s'attendre à ce qu'ils s'occupent, à ce que cette partie de la classe politique, l'extrême gauche, s'occupe aussi d'autres sujets très importants. Pourtant, le 9 octobre, le jour pratiquement où les otages vivants étaient rendus en Israël, on avait noté un post assez intéressant de Rima Hassan, la députée européenne, qui a posté justement sur le Congo et son inquiétude pour la situation au Congo. Est-ce à dire que c'est un signal pour dire, bon, il va falloir quand même peut-être s'orienter vers d'autres sujets plus porteurs, ou est-ce que c'était juste une diversion ou une manière d'élargir un peu le spectre? Alors je ne sonde pas les âmes. Est-ce que, en effet, c'était une diversion chez elle, ou alors un réflexe rempli de sincérité? Ça la concerne. Ce qui est certain, c'est que l'essai n'a pas été transformé. On s'est arrêté très vite là, et on voit bien que dès le lendemain et les jours qui ont suivi, à nouveau, on a remis une pièce dans la machine, si vous me permettez l'expression, autour d'Israël, État génocidaire, famine organisée, etc. Encore une fois, c'est vraiment chez certains un élément structurant et même un élément identitaire aujourd'hui, à la fois politique et social, qui est devenu très fort. Et électoraliste aussi, c'est-à-dire que c'est une manière de mobiliser un électorat, alors que peut-être de nouvelles échéances vont arriver bientôt en France. C'est peut-être aussi une manière de continuer à mobiliser un électorat sur le seul sujet qui peut les fait parfois réagir et fait voter
pour cette famille politique. Oui, si on part de ce principe-là, je n'en suis pas totalement sûre. Il se trouve que parmi les reportages que j'ai effectués, j'en ai fait un il y a environ un peu plus d'1 an à Sarcelles. À Sarcelles, j'ai passé 2 jours, je me suis rendue dans tous les quartiers que l'on peut imaginer à peu près représentatifs de la ville, et avec une question qui me paraissait essentielle et à laquelle, à ma connaissance, personne n'avait vraiment songé: pourquoi les banlieues ne se sont pas enflammées, les fameuses banlieues, les quartiers prioritaires de la ville, on les appelle comme on veut. Pourquoi finalement il n'y avait pas eu la même réaction qu'on a pu trouver sur les campus? Et en discutant avec beaucoup de gens issus de ces quartiers, ce qui ressortait, c'est que la question sociale finalement était bien plus forte que cette question internationale qu'on visait à importer. Exactement. Qu'on voulait importer dans les quartiers, mais en fait, qui ne fonctionne pas selon ce que vous avez constaté. En tout cas, les Sarcellois n'avaient pas, à Sarcelles, on n'avait pas envie d'être forcément un Palestinien ou un Israélien de substitution. On était un Français avant tout, et c'était les questions sociales, c'est les questions économiques qui s'imposaient et pas les autres. Pour revenir à votre première question, on voit bien chez certains, en effet, chez certains élus politiques, que la guerre finalement c'est un prétexte, c'est un habillage. Mais ce sur quoi on veut vraiment se focaliser, s'attarder et s'arrêter, c'est la colonisation, le génocide. Finalement, la pire violence n'est pas la Shoah, c'est le comportement colonisateur. C'est ce récit-là qu'on tente aujourd'hui d'imposer en France depuis le 7 octobre et qui, selon moi, va encore perdurer. Alors c'est très intéressant ce que vous avez dit sur Sarcelles, puisque nous recevrons bientôt ici au Grand Oral le maire de Sarcelles qui viendra justement confirmer et témoigner sur la spécificité de sa ville. En plus, par rapport à la coexistence, vous vous occupez aussi de faits religieux. Donc c'est un lieu où on dit d'ailleurs... un laboratoire. Un laboratoire, hein, où on prie du vendredi au dimanche, hein, selon la formule consacrée sur cette ville. Mais par rapport à ce que vous dites aussi sur l'accusation qui persiste de génocide en cours, entre guillemets, dans les territoires de Gaza, ce qui est intéressant, c'est que les seuls qui n'accusent pas en fait Israël de génocide, c'est le Hamas. Ils n'en parlent jamais. Ils négocient en ce moment avec Israël via les partenaires arabes, que ce soit le Qatar, que ce soit l'Égypte ou la Turquie. Il rend les otages morts au compte-gouttes, certes, mais il les rend régulièrement. Il cherche à se positionner dans la nouvelle gouvernance en préparation en ce moment à Gaza pour l'avenir. Il ne veut pas être désarmé, on verra ce que ça va donner, mais à aucun moment on entend le Hamas dire « nous sommes en train de subir un génocide ». Donc il y a quand même un hiatus là. Le Hamas, je pense, est dans une position aussi politique. Alors, d'une part, il ne veut pas apparaître comme faible. Il veut être une force crédible, apparemment politique. Alors, il devrait ne pas aimer qu'on le pointe en permanence comme étant un peuple supposément génocidé. Ce n'est pas, en tout cas, c'est pas le récit qu'il a envie d'imposer, d'entendre, et dans lequel il veut s'inscrire. Ça c'est certain. Mais encore une fois, on voit bien que finalement, ces débats-là, qui n'en sont pas, il n'y a pas eu réellement de débat autour de la notion de génocide. C'est l'illustration de la défaite de la vérité. C'est l'illustration de la défaite de la vérité où finalement on fait passer des opinions pour des vérités et on estime qu'on diffuse des messages, qu'on peut diffuser des messages sans être comptable des faits. La vérité n'intéresse pas. C'est un récit qu'on essaye de bâtir et en ce sens, il y a selon moi une espèce de retour à une forme de stalinisme, de néo-stalinisme. Jadis, on faisait confiance à l'Union soviétique et elle était exempte de tout reproche. Aujourd'hui, c'est le Hamas. Aujourd'hui, c'est le Hamas. On le voit depuis le 7 octobre et encore une fois, vous voyez bien que, alors même que le Hamas ne fait pas mystère depuis le 7 octobre des actes qu'il commet, loin de là, il les met en scène, il les diffuse et les canaux de diffusion sont là, bien sûr, pour faire passer le message, les images et les mots, ce qui n'était pas forcément le cas au temps de l'URSS. C'est le contraire. On ne montrait rien. Et on montrait, rien. Oui, même si certains avaient rapporté des faits qu'on voulait voir ou qu'on ne voulait pas voir. Mais c'était justement autre chose. C'était autre chose de dire à l'époque qu'il y avait un problème avec le stalinisme et Staline, et aujourd'hui... C'était plus compliqué. Exactement. C'était plus compliqué. Or, les condamnations se font au sein de la gauche radicale, sont minimes, sont plus que pudiques, voire quasi absentes. Donc,
Pourquoi ce discours-là, ce récit-là, qui a des origines bien antérieures au 7 octobre, il y a un antisémitisme, pas seulement à gauche, mais de gauche. Pourquoi cela s'arrêterait au moment de la libération des otages ou de la remise des corps? Tout comme il y a effectivement une fascination historique de la gauche pour les régimes autoritaires, les dictatures. Et on en voit encore un exemple avec la mansuétude à l'égard de l'Algérie qui retient Boualem Sansal depuis maintenant presque un an. On y reviendra. Également les attitudes finalement qui perdurent, que vous soulignez, il y a les appels au boycott qui continuent à se manifester à l'égard de toute personnalité qui soutient Israël, qui conteste l'accusation de génocide. Alors c'est Enrico Macias, bon, lui qui a un peu l'habitude, mais quand même encore récemment, notamment à Reims et ailleurs. Sophia Aram, avec son spectacle à Roubaix, qui a énormément de difficultés, qui crée d'ailleurs une tension locale, puisque la municipalité refuse donc d'entendre les appels au boycott de la part d'une partie d'activistes politiques. Ça veut dire que ça va être, pour vous, c'est une démarche qui va perdurer encore longtemps? Je le crains. Je le crains. Alors je ne sais pas si je suis une pessimiste ou une optimiste avertie. Je le crains. Pour tout vous dire, je n'aurais peut-être pas tenu exactement ces propos il y a un an et demi. Qu'est-ce qui vous a fait changer ou devenir plus pessimiste? Pessimiste ou encore une fois, ou averti. Beaucoup de conversations et puis l'évolution des faits. L'évolution, la manière dont ce récit-là a infusé de manière très forte dans la société française. Et je me souviens de quelqu'un qui était certainement plus lucide que moi, Gérald Bensussan, le philosophe, qui expliquait, eh bien, on est certainement entré dans en réalité, une nouvelle ère qui va durer. Il ne s'agit pas simplement d'une parenthèse plus sombre. La parenthèse était la période un peu plus enchantée. À cette époque, je ne dis pas que je ne voulais pas le croire, mais j'étais encore habitée par un optimisme très fort. Et j'ai l'impression, hélas, que le réel nous montre un chemin qui est tout autre et qui lui donne raison. Il appelait d'ailleurs la nouvelle passion antisémite, ce qui s'exprime. Didier Lesky parle de socialisme des imbéciles, Eva Illouz de l'antisionisme comme l'antisémitisme des vertueux. Oui, la haine vertueuse qu'elle a décrit dans un tract pour Gallimard. On voit bien que l'engagement historique de la gauche contemporaine, qui s'est longtemps inscrite dans l'affaire Dreyfus, aujourd'hui, elle échappe complètement à toute une partie de la gauche militante. Et il y a pour le moment, peu de raisons de voir autre chose dans les prochains mois, dans les prochaines années. C'est quelque chose qui est extrêmement fort. Songez aux dernières déclarations de figures de la gauche, radicale ou non. Enzo Traverso, qui explique la guerre à Gaza, brouille la mémoire de l'Holocauste. Ronnie Broman, la mémoire d'Auschwitz, apparaît comme un crachat, comme une espèce de crachat, à la figure des Palestiniens. Tout ça a été prononcé, tout ça a été parfois écrit. Les racines sont hélas profondes et je crains que ça ne dure encore un certain nombre de temps. Comment peut-on expliquer justement la résurgence de ces racines? C'est aussi parce qu'il y a on s'aperçoit qu'Israël ne peut plus avoir ce narratif du peuple victime, parce que maintenant c'est un pays fort, tout le monde le sait, technologiquement supérieur, économiquement puissant, culturellement présent, avec beaucoup de réalisations. C'est parce que une forme de sionisme, on va dire, humaniste, plutôt socialiste, a disparu et que l'on peut offrir le flanc à la critique plus fortement. Qu'est-ce qui, pour vous, explique ces résurgences? Alors, plusieurs choses, et ça sera peut-être un élément de réponse quant à la question du boycott. Alors, je pense que le sionisme de gauche, en tout cas une partie de lui, et peut-être même son noyau, est mort, ou en tout cas est dans un état considérablement affaibli depuis le 7 octobre. Depuis le 7 octobre. Alors que ce sont des kibboutz de gauche qui ont été frappés. Donc exactement, c'est essentiellement, pas que, mais c'est essentiellement des kibboutz de gauche, des gens qui croyaient à la coexistence, qui croyaient qu'on pouvait vivre bon voisin. Et en cela, le Hamas a assassiné le camp de la paix. Pour le reste, on a une inversion, bien sûr, accusatoire très forte. Et on n'a jamais voulu, en tout cas,
quand je dis ce on, c'est une partie de cette gauche radicale, admettre que les Israéliens, pour ne pas dire les Juifs, pouvaient être victimes. Et finalement, puisque comme je vous le disais, la violence aujourd'hui, le symbole de la violence ultime chez beaucoup ne serait pas la Shoah mais la colonisation, eh bien Israël, État extrêmement moderne, pointe avancée de l'Occident, finalement je pense qu'il y a une haine de soi aussi qui se traduit de cette manière-là. Comme on déteste l'Occident, on déteste cette pointe avancée de l'Occident qu'est Israël au milieu de ces pays de tradition arabe. Donc c'est à la fois, je pense, une haine de soi, c'est aussi une espèce d'inversion accusatoire. On hitlérise l'Israélien, encore une fois, parfois le juif. Et finalement, si on a en face de nous un fasciste, si on a un génocidaire, un colonisateur, et tous les mots que vous voulez, ben, on peut tout s'autoriser, et même le pire. Alors ça peut être le boycott, mais ça peut être aussi l'agression physique, pour ne pas dire le meurtre. Ce que l'on voit d'ailleurs très régulièrement, puisque toute la palette des violences que vous venez d'évoquer, malheureusement, on les a vécues depuis 2 ans en dehors d'Israël. En fond, ce que vous décrivez, c'est la fin de la conscience d'Auschwitz, en fait. C'est-à-dire que l'Occident, une partie de l'Occident, de la génération aujourd'hui, dans ce début du XXIe siècle, veut se séparer, veut secouer cette chape, ce baromètre du mal qui a été imposé à l'Occident dans l'éducation, et maintenant ils disent on ne veut plus parce que les Israéliens, vous n'êtes pas des victimes, vous n'êtes pas faibles. Vous n'êtes pas des victimes, vous ne pouvez pas l'être, c'est un statut qu'on vous dénie, et aux Israéliens, aux Juifs, le « on vous croit » ne s'est pas appliqué, le fameux « on vous croit » qui suit souvent les violences sexuelles, hein, ne s'est pas appliqué aux Israéliens. Comme le pas d'amalgame d'ailleurs, qui ne s'est pas non plus appliqué aux Juifs et aux Donc il y a une espèce Israéliens. Voilà, un discours à géométrie variable, et c'est le refus de considérer qu'un Israélien ou un Juif peut parfois être victime à un moment donné. Ça ne rentre pas dans le logiciel de ces gens-là, et ça ne doit pas rentrer à aucun moment. Donc ensuite, bien sûr, très vite, on arrive à une réflexion anachronique sur la Shoah, sur Auschwitz, avec ces propos que je vous ai cités mot pour mot. Vous avez écrit, donc, on l'a dit, hein, on l'a mentionné, on l'a rappelé sur la manière dont la France a agi avec les otages à l'époque, les otages français, citoyens français qui étaient pris en otage par le Hamas. La cérémonie d'hommage aux otages français est rappelée régulièrement par la diplomatie française comme étant la marque de ce soutien. Mais au fond, avec maintenant le recul, qu'est-ce qu'on peut et qu'est-ce qu'on va retenir de la position française dans cette guerre entre Israël et le Hamas ? Alors, je fais la distinction entre les deux, pas par une quelconque forme de lâcheté, mais parce que je pense que c'est très important. Il n'y a pas de lâcheté, mais il y a de la nuance qui est quand même pas mal. Ce qui est intéressant, oui. Je sais qu'elle n'est pas toujours payante, mais je tiens à la voir. Mais ici, elle a le droit de citer. J'en suis ravie, et c'est pour ça que j'ai accepté avec plaisir votre invitation. Je crois qu'il faut la voir parce qu'il faut pouvoir penser le 7 octobre comme un événement particulier, et ne pas systématiquement, d'un côté comme de l'autre, le rattacher à la guerre qui a suivi. Comme on peut penser le 11 septembre, sans ensuite singulariser l'événement. Exactement, parce qu'il est singulier. On n'a pas besoin parce qu'il est singulier en lui-même, et qu'il dit quelque chose. Il doit pouvoir être appréhendé dans sa globalité de manière indépendante. Donc je répondrai en 2 parties à votre question. La première, c'est que oui, la France, j'ai rencontré pour ce livre un certain nombre de familles de victimes au sens large, blessés, otages, morts ou finalement libérés en vie. Eh bien, elles m'expliquaient, elles avaient un appel tous les jours des services consulaires. Tous les jours, la France les appelait, ça les a énormément touchés, ça leur a fait beaucoup de bien. Et ça, je ne l'oublie pas et je ne peux pas ne pas le mentionner. Et il faut absolument le rappeler et le mentionner. Vous n'avez pas eu un appel des autorités israéliennes et ils le déploraient. C'est ce qui a été dit également, absolument. Souvent, il y a eu des plaintes dans ce sens du côté des Israéliens. Absolument. Emmanuel Macron, quoi qu'on pense de lui, et on peut ensuite le charger en reproche, a donné, par exemple, la nationalité française, a posteriori, à des otages pour tenter de les faire sortir. Ne partons pas dans des polémiques, il remplissait les critères, mais marié, avec des enfants bien, en tout cas, français. Il y a un geste de protection. Geste de protection qui n'a pas forcément été rendu public pour les raisons que l'on peut comprendre. Si le Hamas l'apprenait, les chances de libération pouvaient être fragilisées.
tout ça a existé. Des rencontres ont eu lieu, parfois médiatisées, parfois non, de manière secrète. Et ça, il faut pouvoir le reconnaître. La France a fait cette cérémonie dont vous parliez. À ma connaissance, je crois que c'est le seul pays à l'avoir fait. Absolument. Et c'est extrêmement précieux. Ce lien entre les Juifs et la France, je ne dirais pas qu'il s'est renoué à ce moment-là, mais il s'est matérialisé. Ensuite, on n'a pas, et vous aurez raison, vous allez me dire, mais on n'a pas épuisé tout le sujet. Entrons dans ce volet, celui de la guerre, en effet, même de la manifestation à laquelle ne s'est pas rendu Emmanuel Macron et qui a profondément heurté... Un acte de rupture, quelque part, vécu comme tel. Qui a été vécu comme tel par une partie des Français, Français juifs ou non juifs d'ailleurs. Il y a eu ça, il y a eu les propos aussi, dans la continuité sur l'État palestinien, dont on ne voyait pas très bien les contours, c'est-à-dire au début on nous a parlé de conditions, puis les conditions, on n'en entendait plus parler, puis elles sont revenues par la petite porte. On a eu l'impression d'une espèce d'en même temps qui peut fonctionner peut-être sur certains sujets, mais très difficilement en matière de diplomatie et dans ce contexte-là. On a l'impression, pour faire vite sur ce sujet, pour terminer rapidement, qu'au fond, il y a un clivage aujourd'hui entre l'Europe et les États-Unis. L'Europe est très sceptique vis-à-vis du plan Trump, alors que, bien évidemment, du côté des États-Unis, on pense que ça peut être un momentum, ça peut être un effet de levier, et également pour un élargissement de la matrice des accords d'Abraham qui pourrait voir arriver de nouveaux pays, et pas des moindres, Arabie Saoudite ou aussi par concurrence. Aussi par concurrence, c'est-à-dire que je pense que l'Union européenne... Peut concurrencer l'Europe, les moyens de concurrencer les États-Unis, très difficilement, mais elle aimerait les avoir. Et peut-être qu'il y a une forme de frustration également à ne pas avoir été partie prenante de la négociation à chaque fois. Et avec une forme peut-être de frustration. Vous avez vu les déclarations du ministre des Affaires étrangères expliquant que finalement le plan Trump s'inspirait aussi de l'action française. Ça n'a pas convaincu énormément de monde. Oui, et vous pensez à juste raison, vous pensez qu'effectivement c'était une sorte de, on va dire, de concept pour accrocher les wagons et pour dire on est encore sur la photo, ou réellement il y avait une influence qui s'est exercée? Non, des informations que j'ai eues depuis plusieurs mois, c'est-à-dire juste avant, parce qu'il y avait une tentative d'accord qu'on n'a pas forcément beaucoup médiatisé, mais juste avant les frappes israéliennes en Iran, tentative de cesser le feu très avancée, la France, pour ne pas dire l'Union européenne, n'était pas à la table des négociations, à aucun moment. Donc effectivement, on a bien vu au fond une forme d'évaporation de l'influence française qui a continué à se manifester et à se concrétiser. Tout à l'heure, vous avez évoqué la guerre de l'information et de la vérité. On va regarder la une de Marianne donc de cette semaine, et c'est intéressant parce qu'elle pose un sujet au fond de société majeur, hein, la guerre de Bolloré contre le service public. Donc c'est, pour faire vite, les médias donc de la sphère Bolloré, hein, c'est-à-dire JDD, Europe 1, CNews bien évidemment en tête. Cette guerre de l'info, c'est le signe d'une radicalisation française. Pourquoi vous avez choisi de mettre à la une ce dossier? On a voulu, alors on l'a fait, pour tout vous dire, on l'a fait vraiment de manière dépassionnée. L'idée n'était pas de juger les uns ou les autres, de les passer sous la fourche rodine et de donner les bons et les mauvais points, d'expliquer qui avait voix au chapitre ou pas. Déjà parce que c'est pas du tout dans l'ADN de Marianne. Oui, vous avez pris partie de la nuance une fois de plus, ce qui n'est pas inintéressant. On a posé les choses, et à la fois les recettes, la recette du succès de CNews, à quoi ça correspond, et puis comment se positionne le service public là-dessus, qu'est-ce qu'il peut apporter de différent, et les griefs aussi qui lui sont faits. Donc on a voulu vraiment analyser la chose. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un retour des empires médiatiques. Il y a toujours eu en réalité une bataille entre notamment les journaux. Il y a toujours eu une bataille au sein de la presse très forte. Pour le bien de la démocratie quelque part. Pour l'équilibre. Là, ça a pris des proportions encore plus fortes parce que vous voyez bien que les médias Bolloré sont dans le viseur, aussi dans le collimateur à la fois des instances des autorités publiques, mais aussi du service public, hein, avec les déclarations qui ont été faites. De l'autre côté, bon, la monnaie de la pièce est rendue, mais ce qui est certain, c'est que peut-être que ça correspond à une radicalité de la société, mais surtout, je pense, à un besoin de pluralisme. Et c'est surtout ça, je crois, qu'il faut retenir. C'est l'idée, finalement, qu'il faut une pluralité d'informations, une pluralité des sources, et c'est ça vraiment que demandent les Français. Avec
quand c'est possible, de la qualité, bien sûr, mais c'est cette pluralité-là et cette liberté d'expression. Mais CNews, qui est le vaisseau amiral du groupe des médias Bolloré, est-ce que c'est un média d'opinion ou un média d'information, comme beaucoup disent? C'est un média d'opinion. Dans ma bouche, ce n'est pas un gros mot. C'est un média d'opinion. L'opinion n'est pas interdite. Exactement. Il y a un parti pris assumé de dire on fait de l'opinion. On fait de l'opinion, ils font aussi de l'information, mais c'est l'information qui est traitée sous la forme de l'opinion, de l'éditorialisme, sachant qu'en France, d'ailleurs, le journalisme est né de l'édito, hein, il faut pas l'oublier, mais bien sûr que c'est de l'opinion. N'oublions pas que c'est une chaîne privée, à ce titre, elle n'a pas forcément à répondre aux mêmes, on n'attend pas forcément d'elle exactement les mêmes choses que le service public. Elle peut aussi avoir des moyens différents et des objectifs différents également, mais bien sûr que c'est de l'opinion et j'espère qu'elle se perçoit comme telle. Merci beaucoup Rachel Vina. C'est vrai que c'est un dossier important et c'est surtout un sujet important par rapport à ce qui peut arriver donc bientôt en France. À très bientôt, on se retrouve pour un nouveau numéro du Grand Oral.